Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking à bord du Normandie. Presque. Pas loin. Ouais, cette semaine c'est un presque spécial Mass Effect, enfin en tout cas au niveau de la déco et de l'habillement. Puisqu'en fait Mass Effect 3 est sorti la veille du jour où on enregistre à peu près. Donc on va revenir sur les épisodes précédents, parce qu'on va essayer de pas trop vous spoiler. C'est une immense saga du jeu vidéo, donc on voulait en parler. On en parlera tout à l'heure avec Timothée. On va parler de, évidemment, plein de choses. On va vous laisser découvrir ça tout de suite après les news. Et en attendant, Magnéto. Et on démarre tout de suite ces news avec LG qui dévoile un nouveau chargeur sans fil répondant à la norme QI, donc QI en français. Le principe en fait reste le même qu'avec le WCD700 qui avait été déjà annoncé par la marque, mais cette fois-ci en fait il y a une vraie optimisation de la charge et on se retrouve avec un chargeur qui ressemble plus à un dock puisque le téléphone peut se tenir à la verticale, ou presque en tout cas. La norme QI, on vous en reparlera dans peu de temps puisqu'on peut très bien imaginer que d'ici quelques temps tous les mobiles embarqueront cette technologie. Nokia propose Nokia Maps avec guidage vocal en HTML5 pour les mobiles Android et iOS. Alors, je dis les mobiles, mais ça fonctionne évidemment aussi sur iPad et sur tablette Android. C'est une web app qui ne nécessite le téléchargement que d'un fichier audio de 2 mégas pour avoir les instructions de guidage, mais uniquement en anglais pour le moment. Pour Android, il faut obligatoirement la version 2.3 de l'OS, c'est le minimum syndical pour la faire fonctionner. Et vous retrouvez tout ça sur m.maps.nokia.com. Jawbone compagnon pour Android. Si vous possédez une oreillette Jawbone et un mobile Android, cette app est faite pour vous. Elle permet d'étendre les possibilités de votre oreillette. Cette dernière vous signalera par exemple les alarmes ou rappels de calendrier. Vous aurez aussi le niveau de batterie affiché dans la zone de notification, donc ça c'est plutôt génial. Ça existe déjà sur iOS avec certaines oreillettes. Vous avez, comme les Jabra par exemple, vous avez le niveau de charge qui apparaît en petite icône. Là vous avez un niveau un peu plus détaillé dans la zone de notification, c'est vraiment sympa. Accessoirement, il y a la possibilité de programmer le bouton TOC de l'oreillette via des petits plugins pour activer différentes fonctions. Donc ça, c'est vraiment cool et on peut très bien imaginer dans le futur avoir des fonctions supplémentaires grâce à un SDK. Arcos qui a donné un petit aperçu de sa future tablette G10 XS qui fait seulement 7,6 mm d'épaisseur, ce qui est plus fin que l'iPad. L'iPad en fait 9,4. Elle dispose d'un cache-écran qui est vraiment sympa puisqu'il embarque un clavier physique et malgré ça, lorsqu'on met le cache-écran avec ce clavier sur l'écran, la tablette ne fait que 11 mm d'épaisseur. Ça reste plus fin même que l'iPad plus le smart cover pour vous dire la finesse de l'objet. Bon évidemment, là on se retrouve sur des tablettes plutôt entrée de gamme avec double cœur 1,8 Go. Elle fonctionne sous Android. Le prix est situé entre 200 et 400 €, donc ça c'est quand même cool. Le positionnement prix en tout cas peut la rendre super intéressante pour ceux qui souhaitent s'acheter une tablette à moindre frais. Et donc évidemment le tout sous Android Ice Cream Sandwich, mais on en saura plus en septembre, date a priori de commercialisation de ces appareils. Et on termine encore avec une news qui concerne la téléphonie avec Roccat qui vient de sortir un dock iPhone et Android à 79 $ qui permet d'ajouter des fonctions dédiées au jeu sur un clavier de bureau par exemple. Donc vous avez soit un clavier avec le dock intégré, soit un petit dock à part dans lequel vous mettez votre téléphone. Le principe est simple, vous avez une application dédiée que vous téléchargez sur votre téléphone. Vous avez tous vos messages Skype, une gestion de TeamSpeak par exemple et ainsi de suite, des raccourcis pour les jeux. Un monitoring aussi de votre ordinateur en temps réel, utilisation de mémoire, processeur et tout ça. Une vraie extension de l'ordi, c'est assez sympa. A noter que les macros supplémentaires à télécharger pour vos jeux coûtent quand même 99 centimes de dollars, enfin 79 centimes en France. Ça sera de l'achat in-app. C'est encore un peu cher, mais ça peut peut-être permettre de gagner en confort de jeu pour les gamers qui passent leur temps sur Call of Duty ou autre. Merci d'avoir suivi ces news et on enchaîne tout de suite avec un spécial Mass Effect.
attention, c'est bientôt la fin du monde, puisqu'on est envahi par les moissonneurs. Les moissonneurs. Et ouais, Mass Effect 3 vient de sortir, et c'est juste une tuerie. C'est la merde. Et c'est la merde, mais c'est juste une tuerie. Donc on va revenir avec Timothée sur un peu tout l'univers de Mass Effect, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va survoler certaines choses, mais on va vous faire en gros un résumé des premiers épisodes. Sans vous spoiler. Sans trop vous spoiler, juste un petit résumé de l'histoire, avec 2-3 événements importants. Et puis surtout faire le tour d'un peu tout ce qui s'est fait autour de Mass Effect, et qui va se faire autour de Mass Effect. Puisqu'on le sait, il y a beaucoup de projets et de noms de domaines qui ont été déposés. Donc on sait très bien qu'il va se passer des choses, et en particulier un film, puisque les droits ont été achetés il y a déjà 2 ans, et on sait déjà que c'est Warner qui le distribuera. Donc ce sera un truc blockbuster. En fait, on ne sait pas si ça va être quelque chose d'animé ou avec des vrais gens, mais on verra. Et donc, on va démarrer tout de suite quand même avec les jeux, puisque c'est ce qui a fait en fait voilà, le commencement. La popularité du jeu. Voilà. Donc, Mass Effect, premier du nom, qui est sorti en 2007. C'est possible, j'y ai pas joué à celui-là. Ouais, qui est sorti en 2007 et qui, à l'époque, en tout cas, avait déjà marqué les esprits, puisque tout le monde le comparait à Star Wars en disant, mais c'est... Ouais. Il disait, c'est quand même incroyable. Que ce soit au niveau du gameplay, c'était assez sympa, et surtout au niveau de l'histoire. Donc, pour faire simple, quand vous démarrez dans le premier Mass Effect, il se passe des choses bizarres, des humains qui disparaissent, et il y a une légende qui dit que... tous les 50 000 ans. Tous les 50 000 ans, voilà, il y a une race d'extraterrestres qui vient et qui élimine une forme de vie organique. Et là, a priori, ce serait les humains. Donc voilà. Et en fait, cette race, c'est une race de machines. Elles ne sont pas du tout organiques, c'est ça qui est assez curieux. Une race de machines. Et donc... En 2183, une porte est sur le point de s'ouvrir et on se doute que vont débarquer les fameux moissonneurs, cette fameuse race, qui va nous faire chier pendant 3 épisodes. 3 épisodes, ouais. On découvre aussi, parce que c'est assez compliqué, l'histoire est très complexe, Cerberus, dès le premier épisode. Cerberus, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation. Alors dans le premier, en tout cas, c'est une organisation considérée comme terroriste, ouais. Parce qu'elle utilise des méthodes qui sont super limites pour défendre l'humanité. C'est ça en fait le leitmotiv. C'est en gros, toutes les autres races se foutent de nous, on est toujours la dernière roue du carrosse et tout ça. Et dans le Mass Effect, on apprend une chose importante aussi, qui est qu'il existe en fait des spectres, c'est des espèces de super juges. Qui sont des justiciers en gros qui ont de comptes à rendre à quasiment personne et qui travaillent donc pour plus que l'Alliance même, c'est pour l'humanité, c'est plus que l'humanité, c'est l'univers entier, voilà. Toutes les races confondues. C'est la grosse police et dans le tout premier épisode, et je vais pas trop spoiler, mais voilà, vous êtes finalement le premier humain à devenir spectre. Donc voilà. Il n'y en avait jamais eu avant, on est trop classe. Mais il y a toute une dimension politique qui est assez intéressante dans le premier, mais qui est finalement pas trop développée. Mass Effect 2. Alors Mass Effect 2, qui est la suite directe du premier, vu que ça se passe 1 mois après. Voilà. Comment dire suite à un concours de circonstances, en fait, Shepard, donc nous, on se retrouve à travailler pour Cerberus. Donc, on dira pas comment. Voilà. On dira pas comment, mais c'était. Moi, c'était le premier jeu Mass Effect, le premier de la trilogie que je faisais. Et j'étais là, tu commences le jeu comme ça, tu fais bon. Ok, où est-ce qu'on va, quoi. Mais donc ce jeu-là, t'avais beau ne pas avoir joué au premier, tu pouvais quand même comprendre toute l'histoire. Ouais. Bon, j'ai mis du temps à comprendre qui était le boss de fin, par contre, du premier. D'accord. On le voit plus tard, mais finalement, c'est pas vraiment important. Il y a toujours le gros background avec tous les moissonneurs qui viennent nous attaquer. Et Cerberus a découvert une sorte de portail inhabité, jamais traversé ou traversé mais sans succès. On sait pas ce qu'il y a derrière. Personne n'en revient, quoi. Voilà. Personne n'en revient. Et le but du jeu, ça va être de traverser ça et de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. En gros. Et donc quand on a joué au 3, on comprend qui est le boss du premier. Enfin, quand on voit le 3, on sait qui est le boss du premier. Et quand on voit comment on en chie dans le premier, quand on voit ce qui se passe dans le 3, on se dit qu'on va vraiment, mais alors vraiment en chier.
Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que le rythme s'accélère vachement entre le premier et le troisième. Ah oui, carrément. Parce que le premier, c'est plus ou moins... on pose l'histoire, voilà, c'est on assez pose lent. l'histoire. Le 2, pareil, on découvre un peu l'histoire, on a le temps de visiter toute la galaxie, plein de planètes et tout. Et autant dans le 3, tu sens qu'il y a une notion d'urgence, en fait. Bah, c'est la guerre, quoi, donc ça attend pas, Ouais. ça pardonne pas. Et alors, pour ceux qui décideraient, après ce podcast, de se lancer dans Mass Effect, vous pouvez commencer par le 2. Mais je vous recommande chaudement de commencer par le premier, même s'il a quand même quelques défauts, mais de commencer par le premier pour une raison toute simple, c'est que vous démarrez dans la citadelle, qui en fait est une espèce de... En gros, c'est la Suisse de l'univers. Toutes les races sont représentées avec des ambassades et tout ça. Tout le monde cohabite ensemble. Voilà. Et donc vous démarrez dans cette citadelle, et ça vous permet d'apprendre quelles sont toutes les races, parce que vous rencontrez les émissaires de toutes les races. Donc c'est assez génial, et d'ailleurs il y a des races qu'on croise très très peu, mais qui pourtant sont présentes. Qu'on croise pas du tout dans le 2. Non. Il y en a un bon paquet qu'on croise pas du tout dans le 2. Ou que tu vois, mais on te dit pas ce que c'est. Dans le 2, en fait, quand tu y joues, tu peux apprendre tout l'univers quand même. Ouais. Il y a moyen de se renseigner par un moyen super simple, le journal, qui est ultra clair, ultra rapide et concis, et du coup tu te familiarises en 2 secondes avec l'univers. Ouais. Donc, dans Mass Effect 3, donc les moissonneurs... je sais pas, j'y ai pas joué. Non, mais si, on va parler que de ce qu'on voit dans les trailers, tu vois, sans trop spoiler. Mass Effect 3, donc les moissonneurs envahissent la Terre. En gros, dans le 2... Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que tout le monde pense que les moissonneurs n'existent pas, c'est une légende. Et même si pourtant, il y a des colonies qui disparaissent. Voilà, et même certains qui ont vu un moissonneur, dans le premier, n'y croient toujours pas en fait, ou pensent qu'il y en avait qu'un, ou enfin voilà. Ah, une mouche géante. Ouais, voilà. Et donc en gros, vous prévenez tout le monde qu'il va se passer quelque chose, personne ne vous écoute, et ça arrive. Donc, et on se mange tout dans la gueule. Et vous prenez tout dans la gueule. Donc Mass Effect 3, en gros, ça commence comme ça, les moissonneurs envahissent la Terre et même l'univers. Personne n'a écouté Shepard. Donc voilà. Et l'objectif du jeu, sans trop spoiler, mais on peut quand même le dire, vous allez devoir parcourir toute la galaxie pour monter une armée et récupérer la Terre. C'est ce qui est dans tous les trailers. Donc voilà. Ça, c'est le premier. Super pub d'ailleurs. Oui, qui à chaque fois qu'elle passe, super bien faite. Ouais. Mais par contre, du coup, t'as un peu l'impression que ça va être un jeu que bourrin. Ouais. Alors, dans le tout premier Mass Effect, on voit bien que les moissonneurs ont besoin toujours de quelqu'un pour les aider à venir pour tuer des gens. Dans le premier, donc, je ne spoilerai pas le nom, mais c'est pas un récolteur. Donc voilà. Dans le 2, en fait, ce sont les fameux récolteurs, c'est une race insectoïde. Je sais pas comment on dit, mais les moissonneurs. Bref. Non, les récolteurs. Les récolteurs, oui. Ouais, c'est des espèces d'insectes, en gros, qui aident les moissonneurs dans leur truc, dans leur mission. Ils sont pas beaux. Ouais, ils sont pas très beaux. Et dans le 3, on vous en dit pas plus. On vous laisse découvrir. Bon, c'est une tuerie ce jeu. Bah, de toute façon, la saga, c'est une grosse tuerie de toute manière, vu qu'à la base, Mass Effect 1, il était que sur Xbox 360. Et finalement, il y a eu tellement de succès que ça a été déporté sur toutes les plateformes, et c'est devenu un jeu à succès planétaire. Bah là, on voit les récolteurs. Ouais. C'est eux, là, en fait, ces espèces d'insectes. Les graphismes ont pas mal évolué entre Mass Effect 1 et Mass Effect 2. Il y a eu un gros gap, surtout au niveau des textures des visages et tout ça, et tout était beaucoup moins lisse. Mais ça se voit vachement d'ailleurs. Ouais. Et dans le 3 même, ça va encore au-delà. Je trouve que c'est encore mieux défini que dans le 2, mais c'est pas non plus trop marquant, quoi. C'est moins. Ouais, il y a un petit écart, mais qui est moins grand. Au niveau des personnages, mais au niveau du décor, du background et tout qu'il y a, ça a l'air plus peaufiné, les textures plus sympas, plus propres. Alors Mass Effect, c'est aussi des DLC, et ça fait très polémique, surtout avec le 3. C'est des DLC, dans le 2 en particulier, il y a 2 DLC avec des personnages supplémentaires, qui sont pas non plus super essentiels, mais les missions qui les accompagnent sont assez sympas. Donc voilà, il y a eu tout un tas de DLC. À chaque fois, ils ont sorti un DLC quasiment 1 an après la sortie du jeu pour pouvoir introduire le jeu suivant et ainsi de suite. Mais il me semble que dans le 3, il y a des personnages des DLC que tu retrouves. Oui, exactement. Il y a des personnages en fait que tu retrouves des DLC. Ils vont être inclus peut-être dans la quête principale. Ou dans l'histoire, ou tu vas peut-être les croiser, sauf s'ils sont morts. Parce qu'il y en a aussi qui décèdent. Et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est-à-dire que
quand vous avez joué au premier, quand vous jouez au 2, vous importez votre personnage du premier, donc vous commencez avec déjà même votre niveau, vos armes ou des ressources, vos pouvoirs et tout ça, et surtout avec votre histoire. Donc s'il y a eu des morts dans l'épisode précédent, ils sont morts dans le 2. Donc c'est ça qui est assez génial. Et pareil s'il y a des morts dans le 2, vous n'avez pas les personnages dans le 3, et ça change complètement l'histoire du 3. Parce qu'il y a carrément des missions monstre, quoi, pour regarder une cohérence scénaristique. Quoi. Voilà, donc c'est aussi un des points forts, et c'est pour ça qu'on vous dit commencez par le premier, parce que ça vaut le coup. Je regrette un peu quand même de ne pas avoir commencé par le premier. Mais tu pourras le faire, c'est pas trop grave. Oui. Et surtout qu'en plus dans le 3, il y a un des personnages du premier qui est hyper important et qu'on retrouve du coup... Dès le début. Ouais, qu'on retrouve dès le début. Moi je le connaissais pas, mais du coup... Moi je connaissais, tu l'avais croisé dans le 2 quand même. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est bien en fait, il y a une vraie cohérence scénaristique entre les Mass Effect. Au niveau des jeux, il n'y a pas que ça quand même. Il y a eu 2 jeux iOS, Mass Effect Galaxy, une catastrophe en termes de gameplay. Ça se joue à l'accéléromètre. C'est chiant de toute manière, les jeux à l'accéléromètre. Ouais, mais attends, tu vas voir, c'est un FPS à l'accéléromètre. Enfin, pas un FPS, c'est pas un first person shooter, c'est un TPS à l'accéléromètre. Enfin, en vue de dessus, en 2D. Ouais, je sais, comme ça fait bizarre. Donc en fait, c'est un épisode qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Et en fait, on suit Jacob Taylor et Miranda Lawson, les 2 premiers persos qu'on a dans notre équipage dans le 2. En fait, voilà. Donc en gros, ça introduit ces personnages-là, on en apprend un peu plus sur leur background et pourquoi ils sont là. Évidemment, dans le jeu, on l'apprend en leur posant des questions, sauf que là, vous l'avez vraiment joué. Donc, et d'ailleurs, ils ont rajouté 2-3 petits éléments un peu sympas. Le style, c'est un style complètement BD qui est vraiment bien fait. Par contre, la jouabilité, c'est une catastrophe. Donc, pour passer les niveaux, en gros, vous penchez l'iPhone. C'est comme si c'était une bille que tu diriges dans un niveau en évitant des obstacles et des méchants pour passer sur des trucs. Et de temps en temps, il faut tirer, machin. Enfin, c'est juste pourri. Ouais. Et c'est ça qui gâche vraiment le truc. Ça doit être un stagiaire de BioWare qui fait ça. Et puis... Pas terrible. Ensuite, il y a Mass Effect Infiltrator qui vient de sortir là en même temps que le 3. On incarne en fait Randall Esno, pas Enzo, Esno, c'est très important, qui en fait est un agent de Cerberus qui s'est retourné. Alors, c'est dans les deux premières minutes. Il a eu peur. Oui, il a eu peur, il s'est retourné. Qui en fait a décidé de trahir Cerberus parce qu'il s'est rendu compte d'une chose, mais je ne peux pas dire quoi, parce que c'est important pour la suite de Mass Effect 3. Il est contre les idéaux de Cerberus. Non, il est totalement pour, puisqu'en fait, la première mission que tu fais, c'est aller capturer des extraterrestres pour faire des expériences dessus. Il se retourne. Tu vois. Mais en fait, il assiste à une expérience. Et il le supporte pas, je dirais pas quoi, parce que si vous y jouez, c'est un peu spoilé. De toute façon, on le découvrira dans le 3, je suppose. Je ne sais pas. Oui, si, tu vas le découvrir, mais là, l'avantage, c'est que tu le vois de l'intérieur, parce que tu es chez Cerberus. Ouais. Donc en fait, tu te rebelles et tu décides de te bastonner contre Cerberus. Et au fur et à mesure que tu tues des ennemis, tu peux récupérer des infos sur des datapads. Et en fait, tu as le choix. Soit tu joues pas à Mass Effect sur console, tu t'en fous, tu les échanges contre de l'argent dans le jeu pour améliorer tes armes. Soit tu les envoies sur ton compte Origin, qui est connecté à ton Mass Effect 3, et donc tu as ces infos qui arrivent sur ton datapad, ce qui permet d'apprendre des choses sur l'histoire, et même mieux encore, ça aide la galaxie à mieux se préparer contre l'assaut final. Parce qu'en fait, les trucs dans Infiltrator, les datapads que tu collectionnes, tu les lis pas ? Non, tu les envoies direct, tu envoies les infos. Ah d'accord, c'est pas con. Et voilà, c'est marrant. Et donc par exemple, dans le 3, donc la galaxie est en guerre, il y a une carte galactique qui apparaît, et vous voyez en fait en gros le pourcentage de chance de réussir, de survie plutôt de chaque secteur de la galaxie en fonction de vos actions. C'est-à-dire qu'il y a par exemple 50% de chance que si tu déclenches de suite la bataille, ce secteur soit perdu. D'accord. Tu vois ? Et donc il faut faire attention à ça, c'est toute une mécanique du jeu qui est, moi je trouve pas la plus intéressante, qui est sympa, mais qui je trouve rajoute un truc un peu relou au jeu. Et bien là par exemple, moi je suis passé de 51% qu'elle était au départ à 55%, mais pas en jouant à Mass Effect 3, juste en jouant sur mon iPad. J'ai amélioré déjà de 4% la chance de survie de la galaxie, juste en récupérant ces infos dans le jeu et en les envoyant à l'Alliance. Et j'espère que c'est pas un truc complémentaire par contre. Non, c'est pas complémentaire. Ça peut éventuellement t'aider. Dans le jeu et... je pense que tu dois avoir moyen d'y arriver à 100% sans avoir ça. Non, sinon il faut acheter un iPad. Combien ? C'est un truc récent là, qui vient de sortir. Ouais, et il est payant et ça vaut aux alentours de 5 € quand même.
Mais le jeu, est, pour le coup, là, est vraiment bien, en 3D. Je l'ai montré tout à l'heure à Stéphane, entre autres. Ou même Sophie, tu l'as vu. Et il est plutôt joli, quoi, en fait. Ouais. Ce que j'en ai vu, c'était... Pour une tablette, c'est quand même balèze. Ouais. Et évidemment, ils ont sorti une dernière application qui est Mass Effect Datapad. Alors, c'est pas un jeu. Mais en gros, les datapads, c'est des espèces de tablettes que vous trouvez dans le jeu avec plein d'infos et tout ça. Et bien là, en gros, vous avez un datapad sur votre tablette. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec un datapad sur sa tablette? Et ben on lit ses mails in-game, mais en dehors du jeu. Sur sa tablette. Voilà. Mais c'est rigolo. Un nouveau message privé, je sais pas. Ben c'est ça. Sauf que tu l'as sur ta tablette. T'as aussi toutes les news du jeu et tout ça, quoi. Donc voilà. Toi, que penses-tu de... À part du fait que ce soit une tuerie, mais au niveau du gameplay, déjà, le jeu? Alors le gameplay, je l'ai trouvé super intuitif. C'est une tuerie, on le sait. Oui, c'est une grosse tuerie. En fait, c'est le premier jeu, parce que ça ressemble à un sort de personnage shooter, un peu au niveau de la vue, mais qui allie un peu le côté du gameplay de KOTOR, je sais pas si vous y avez joué, qui reprend, lui, le système des jeux de rôle. Qui n'est pas du temps réel, en fait. Voilà. Tu peux mettre pause, tu définis tes actions, tu lâches, et puis boum, tout s'exécute. Là, c'est pareil, mais ils ont réussi à dynamiser le truc pour que les combats, tu sois vraiment pris dedans. Oui, que ce soit pas arrêté, que machin, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et par exemple, pour les gens qui savent pas viser comme Stéphane, c'est super pratique parce que tu mets pause, tu vises, et tu lâches la pause et tu tires. Puis, par exemple, moi, parce que dans ce jeu-là, il y a énormément de classes, il y a 3 classes différentes. Mais c'est 3 façons de jouer différentes. Et moi, je joue en général avec un adepte. C'est une sorte de Jedi. Mais, il n'y en a pas 3, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Plein de pouvoirs. Mais oui, non, mais en fait, oui. Et que moi, je peux pas faire. Déjà, tu peux assigner que 3-4 pouvoirs, je crois, sur tes boutons. 3. Mais suivant la masse d'ennemis qu'il y a, j'ai besoin de réfléchir un peu et de me dire là, ce sera singularité, la projection, tac. Mais surtout qu'en fait, les ennemis sont pas vulnérables au même type de pouvoir aussi. Donc, oui, il faut réfléchir. Tu as peut-être configuré ton truc et finalement, le mec que t'as en face. Pistolet. C'est pour ça. Ouais, très très fort d'ailleurs. Je sais pas comment ça se fait qu'il soit aussi puissant. Ah, le pistolet de base, le M5 Phalanx. Non. Ah voilà, c'est le Predator. Ah oui, d'accord, ok. Il tire un coup, il t'enlève les 3 quarts de ta vie. Mais c'est un gros pistolet, c'est un pistolet lourd. Ah, il y a une nouveauté aussi dans le 3 qu'il n'y avait pas dans le gameplay des autres, mais ça tu l'as pas encore vu peut-être. C'est qu'en fait, il y a la gestion du poids. C'est-à-dire que tu peux emporter plein d'armes, mais plus elles sont lourdes et plus tes pouvoirs mettent du temps à se charger en fait. Ils peuvent mettre jusqu'à 2 fois plus de temps à se recharger. C'est dégueulasse. Mais non, c'est logique en fait, parce que jusqu'à présent, tu te trimballais avec 5 armes sur toi, pas de problème. Bah ouais, mais pourquoi ça influerait les pouvoirs? Parce qu'en fait ça te fatigue, en gros c'est un peu l'équivalent d'endurance, tu vois. C'est dégueulasse. Ouais, dans un couloir, j'ai besoin d'un fusil à pompe quand même. C'est vrai. Donc, au niveau des produits dérivés, donc là, il y en a toute une tripotée. De toute façon, dès qu'une licence fonctionne, tu peux être sûr que... Nous, on n'en a aucun. Aucun. Ok, tiens, je vais boire dans mon mug N7. J'ai chaud dans mon... Elle est chaude, t'as vu, c'est sympa. Non, mais surtout, il y a des comics. Oui, alors il y a un bon paquet de comics. Il y en a une chier plus 15. Donc, il y en a pas mal qui se trouvent entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Il y en a qui se passent pendant le 2. Il y en a qui font que 8 pages. Oui, t'en as des trucs très succincts qui vont juste, par exemple, introduire un personnage ou introduire juste une particularité de l'univers, tu sais pas, ou Jack. Mais, moi, j'en ai pas lu beaucoup, mais je sais qu'il y en a un bon paquet. Il y en a un là qui va sortir bientôt ou qui est sorti chez Dark Horse. Ça, c'est aux États-Unis, mais là, c'est en France, c'est Dargo, il me semble, qui est Mass Effect Evolution, je crois. Evolution, c'est l'un des tout premiers. C'est celui qui est en 4 parties. C'est pas... c'est un truc en 4 tomes et c'est avec le mec qui s'appelle Jack Harper, c'est un humain. Oui, ok. Donc je sais lequel c'est. Pas Jack Harkness, mais non, Jack mais Harper. je sais lequel c'est et il est hyper intéressant parce que à la fin de ce volume-là, on apprend quelque chose d'important sur un des personnages du jeu qu'on vient de voir à l'écran, mais je ne dirai pas qui c'est. Et donc voilà. Enfin, toi tu l'as pas vu, mais eux l'ont vu, donc ils sont fait spoiler, c'est fait exprès. D'accord. Et sinon, on apprend quand même qu'il y a Mass Effect Homeworlds qui arrive, qui est un comic book qui est donc écrit par le scénariste de Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Mais celui-là aussi, celui dont je parle, il est aussi scénarisé par Mac
Walbers, je sais plus. Un truc comme ça. Et qui donc va sortir là en avril, et qui se passe sur, pareil, un des personnages principaux de Mass Effect 3. Donc peut-être que ça sera Vega, ou j'en sais rien, mais voilà. Ça vient compléter l'univers à chaque fois, parce que dans le comics, il y a des personnages que tu croises en général. Ouais, et t'en sais pas plus. Et en fait, t'en sais pas plus déjà. Ils ont une réputation, mais eux, en plus, ils se connaissent, ils sont déjà croisés. En général, ils s'amusent à faire ça. Genre, il y en a un, c'est Liara et Miranda, que moi, je savais pas que... Vu que j'avais joué qu'aux deux, elles se connaissaient pas trop, alors qu'en fait, si, elle a eu un rôle super important. Oui, mais en fait, c'est presque... Enfin, quand tu vois comment finit le comics, tu comprends pourquoi, en fait, elles font comme si elles se connaissaient pas, en fait. Ouais. Et ils ont réussi à rendre le truc, cohérent. C'est bien réfléchi. Il y a des romans. Le dernier en date fait super polémique parce qu'apparemment il est plein d'incohérences. Ah. Et ils se sont excusés d'ailleurs d'avoir fait ce livre. Encore un stagiaire je sais pas. Et donc du coup, apparemment ils vont sortir un update du livre avec les parties corrigées. Un DLC. Un DLC du livre. Un DLC du livre. On termine juste sur les goodies. Donc il existe tout un tas de trucs, des figurines, des avions, enfin des avions, des Normandies. Des Normandies. On note quand même un truc qu'ils là pour le coup ils abusent un peu, je trouve. C'est que quand tu achètes certains goodies, par exemple des figurines, tu as un code qui est livré avec et qui te permet de débloquer un contenu dans le jeu. Si tu achètes pas la figurine par exemple, tu n'auras jamais ce contenu puisqu'il ne sera même pas en vente sur le store. Ce qui signifie, et par exemple, même, on avait parlé des manettes Razer et tout ça, et quand on les achète, on a aussi un truc pour télécharger un contenu additionnel. Et là aussi, pareil, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire le calcul. En gros, si je veux tous les contenus additionnels, je dois dépenser 846 € pour avoir tout, en fait. De Mass Effect 2. Tout de Mass Effect 3. 3. Voilà. Tous les contenus additionnels, toutes les armes supplémentaires pour le multi, tout. Il n'y a pas tout qui est sorti encore, quoi. Et il n'y a pas tout qui est sorti encore. Aussi un truc qui fait hurler, mais qui finalement était aussi avec Batman, c'est le coût du DLC le jour de la sortie. Je l'ai pas vu passer. Normal, parce que tu as la version collector, donc tu l'as déjà avec. Ah. Et pour ceux qui ont acheté la version normale, vous n'avez pas une mission qui s'appelle, je sais plus quoi, des cendres, je sais plus quoi. Enfin, il y a le mot cendre dans le nom de la mission. Et qui te débloque carrément un personnage juste ultra important. Ouais. D'accord. Une race que tu n'as jamais, dont tu entends parler, mais que tu n'as jamais croisé dans les épisodes précédents, qui est en DLC et qui facilite grandement la tâche. Il n'est pas dans le hardbook. Oui, il est dans le hardbook. Voilà, exactement. J'avais jamais vu. Voilà. Le hardbook, c'est un espèce de spoiler apparemment de dingue. Si vous achetez la version collector, ne regardez pas le hardbook, je vous en supplie. Attendez d'avoir fini le jeu. Attendez d'avoir fini le jeu, parce que c'est spoil sur spoil. Et d'ailleurs, ils auraient dû. Moi, je trouve que pour le coup, ils auraient dû l'écrire. Parce que moi, je l'aurais pas regardé. Et quand j'ai ouvert, j'ai fait ah non, pas possible. Et là, en plus, je me fais spoiler juste le boss de fin. Donc voilà. Ouais, ça va, il m'a prévenu. Ouais, et donc là, oui, sur Skype, j'ai fait surtout, n'ouvre pas cette boîte, sinon voilà ce qui va se passer. donc voilà quoi. Quelque chose à ajouter sur Mass Effect? Jouez-y, c'est bon. Alors. Moi, c'est juste un truc, c'est tous les personnages qui font partie de ton équipage, ils ont tous une espèce de personnalité de fou. Ouais. Oh, il y en a quelques-uns qui sont un peu moyens. Il y en a. Ceux des DLC. De toute façon, il y en a toujours. Ouais, voilà, peut-être ceux des DLC, mais. Dans le 2 en tout cas. Moi, ce qui m'a vraiment fait accrocher à cet univers, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de personnages que j'avais envie de privilégier par rapport à un autre. J'avais envie de connaître l'histoire de tous les persos. Et c'était. Aussi, moi, je prends les filles parce que comme elles sont tout le temps de dos, on voit leurs fesses. Moi, vu que je suis une fiotte d'adepte, je prends Garrus et Grunt. Ouais. Et c'est comme ça. Moi, je suis un soldat. Et puis moi, je fais. Je suis un soldat. Danse au milieu. Et comme ça, justement, je prends Samara. Et... Ouais, t'es pas con. Ouais, tu vois. Comme ça, je passe mon temps à mater les meufs plutôt que mater justement de mecs. Surtout Grunt, il est pas très beau, quoi. Non, pas trop. Mais il est efficace. Ouais, et donc, on en a pas parlé, mais bon, évidemment, vous pouvez avoir des relations charnelles avec les personnages de votre équipage, comme c'est un peu l'habitude chez BioWare. Si vous vous débrouillez bien dans le 2, vous pouvez au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Ouais. Par contre, si vous êtes toujours vierge à la fin du 2, c'est que vous n'êtes vraiment pas assuré, parce que faut le faire. Et d'ailleurs, dans Mass Effect 1, tu pouvais avoir ou pas une relation avec certains personnages. D'accord. Et je dirais pas quel personnage avec qui on peut faire une relation, parce que sinon c'est spoilé aussi. Mais voilà. Bref, en tout cas, c'est une super franchise. L'univers est monstrueux. Pour moi, c'est même mieux que Star Wars en termes d'univers. C'est cohérent, c'est hallucinant. Costaud. Ouais, il y a énormément de similitudes quand même. Avec Star Wars ? Ouais. Ouais, il y a des trucs... Oh, pas tant que ça, je trouve. Non, parce qu'il n'y a pas cette histoire de race extraterrestre qui tue tout le monde.
Il n'y a pas de Jedi. Bah, les Jedi noirs. Ouais, quoi, les biotiques, ouais, à la limite. Mais non, je trouve que. Et justement, l'histoire des zombies. Chaque fois ça se passe dans l'univers. L'histoire des zombies, elle est super bien amenée. Ouais. Je trouve. Alors ça, c'était une bonne surprise. Ouais. Ouais. Donc, parce qu'il y a des zombies dans le jeu et donc on découvre comment. Mais c'est vraiment génial. Des zombies. Et ouais. Donc c'est une grosse tuerie. Achetez, allez jouer et dites-nous ce que vous en pensez, quoi. Ouais, surtout que sur Steam, vous pouvez trouver épisode 1 et 2 genre à 5 €. 10 € ouais, pour les deux, quoi. Moi, j'ai fait ça, genre l'été dernier, il y a eu les soldes, c'était genre 5 € les 2 premiers Mass Effect. Et là, pour la sortie du 3, je crois que BioWare avait même fait un truc aussi du même style, enfin Electronic Arts, sur Origin, l'épisode 1, épisode 2, genre à 3 $. Les deux. 3 $ pour les deux. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Foncez, c'est des jeux qui vont vous faire passer des heures et des heures, quoi. 50 heures par jeu. Durée de vie, à peu près 50 Donc heures. vous avez 150 heures de jeu garanti. Donc allez-y, quoi. Donc si vous n'avez pas de copine. Ouais, ou même si vous en avez, faites-lui découvrir. Voilà, et bien écoute, merci beaucoup Timo. Christophe va nous parler de distributeurs de boissons un peu particuliers. Ouais. Mais juste un peu. Juste un peu, ouais. Et qui nous viennent tout droit de Japonie du Sud. Oui, du Nipponie. Tu t'intéresses en fait, toi, à cette contrée un peu bizarre. C'est un petit peu le pays où il y a des choses. Des émissions de télé débiles. Aussi, ouais, il y en a pas mal. Hein. Alors là, t'es servi, hein, surtout c'est sur clair. Toutes les chaînes de Tokyo, tu peux t'éclater. Hein. Et surtout, une autre particularité du pays. Oui, les distributeurs. Et voilà. Non, alors, les distributeurs automatiques, c'est une institution au Japon. Voilà. Ceux qui n'y ont pas été, vous pouvez pas le savoir, mais quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'en fait, il y en a à peu près un tous les 50 mètres, ou 3, ou 4, enfin, ils sont regroupés. Et en fait, c'est vrai que c'est la plus grande densité. Oui, ils se déplacent en troupeau. Ils se déplacent en troupeau, c'est ça. Ils sont souvent en groupe. Et en fait, ouais, je crois que c'est 1 pour 24 habitants, j'avais vu les stats. C'est 1 pour 24 1 pour 24 habitants, ouais, des distributeurs automatiques. Alors justement, la firme Asahi, dans un premier temps, pour le savoir, Asahi que d'ailleurs Timothée adore, hein, puisque c'est une firme qui fait de très très bonne bière, entre guillemets. Et cette firme a donc décidé d'équiper 1000 de ces distributeurs en Wi-Fi, ce qui est pas mal. Alors bon, c'est pas une portée spectaculaire, c'est à peu près une portée de 50 mètres, 30 minutes maximum offert. Alors bien évidemment, je pense qu'il faut se taper une ou deux pubs au départ, mais bon ça... Et une ou deux bières. Et une ou deux bières, on va la durée du truc. Mais par contre, l'idée est sympa parce qu'effectivement, du coup, on sait que vu qu'il y a 50 mètres, mais que 50 mètres plus loin, on va trouver un autre distributeur. Du coup, on se dit qu'il n'y a pas de problème. Et finalement, ça revient à ce qu'ils veulent faire, je pense, c'est aboutir à une certaine gratuité de l'Internet, en fait, dans tout le pays. Ce qui est très malin, c'est qu'en fait, comme les distributeurs sont toujours alimentés en électricité, en fait, il y a juste une prise téléphonique finalement à rajouter. Et le truc est tout le temps branché, donc on met un réseau Wi-Fi dedans. C'est pas super complexe à mettre en place. C'est vraiment un truc très très bien. C'est une très bonne idée. Et le top, c'est pour les gens comme nous qui voyageons. Moi, je sais que je me souviens être allé avec l'iPad au Japon. Tu bois une bière? Je bois des bières de temps en temps. Mais c'est vrai que pour trouver des Wi-Fi au Japon, c'est pas forcément facile, du gratuit. Oui. Moi, tu sais, naïf, je suis arrivé à McDo au Japon. C'est bon, alors, il est où le Wi-Fi là? Envoyez-moi le code et tout. Enfin, c'est gratuit. Et là, on m'a dit non, en fait, il y a des systèmes, il faut payer, il y a des abonnements. Et donc, c'est pas gratuit. Alors que là, effectivement, c'est un pays ultra moderne, mais pas pour le Wi-Fi. Pas pour le Wi-Fi. Donc il y en a, hein. C'est pas le problème, mais il faut payer, quoi. Alors que là, ça va être gratuit. Il faut savoir aussi que les Japonais utilisent énormément leur téléphone, donc du coup, ils envoient plus de mails que de SMS. Le SMS, ça existe quasiment pas là-bas, donc forcément, pour eux, c'est hyper utile, quoi. Voilà. Alors ça, c'est juste la première info, mais la deuxième info, c'est ce qu'on voit derrière. Et ça, c'est beaucoup plus marrant, en fait. C'est la firme Okaya qui vient de lancer, en fait, un premier distributeur automatique à écran tactile, comme on peut le voir. Un écran tactile donc de 65 pouces, transparent. Ouais, c'est ça qui est particulier en fait, c'est que c'est un écran transparent, quoi. Voilà, donc on dirait que c'est un film. C'est très très fin, voilà, c'est ça, on le voit derrière. Et ce qui est pas mal, donc, c'est qu'en fait, ce distributeur dispose également, en fait, au sommet, on le voit pas là, mais dispose d'une caméra. On va le voir après. On va le voir après, voilà. Cette caméra, en fait, qui a un système de reconnaissance faciale et physique, et qui peut aussi qui détermine votre âge et qui peut vous proposer des boissons. En fonction de votre âge, de votre physique. On la voit à la caméra. Voilà, et qui vous dit aussi également le nombre de calories que vous prenez dans chaque boisson. Donc j'imagine le mec qui s'amène avec de l'embonpoint. Vous, là, les 200 calories, c'est pas bon. Mais je vais te donner un poulet plutôt. Toi, tu vas. Parce qu'il y avait un poulet qui passait, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, toi, tu vas prendre un cochon. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Mais tu vois, et fonctionne avec Intel. Ah oui. Tu vois, c'est hallucinant. Mais le processeur, je me demande si ce qui est top, c'est qu'en fait, t'as la météo, t'as plein de trucs sur ce distributeur quand il est en veille. T'as plein d'infos aussi. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, il y a une utilisation qui est vraiment illimitée. Même donc elle l'explique, hein, d'ailleurs,
des trucs d'urgence voilà, et tout ça, des plans d'évacuation. Voilà, on peut se renseigner aussi donc, sur le distributeur. Par exemple, on veut savoir où se trouve la boulangerie la plus proche ou n'importe quoi, on peut le savoir. Donc c'est vraiment une utilisation hyper intelligente. Les gens qui passent, t'as l'impression qu'il y a tout qui bouge, mais en fait c'est juste l'image. C'est super bien fait. J'adore quand le truc distribue la boisson, en fait. Il y a un truc qui vient chercher. Mais le truc qui vient chercher, en fait, il est masqué. Il est masqué par des oiseaux. Et du coup, on a l'impression que c'est les oiseaux qui vont chercher la canette et qui la déposent en bas. Ah, mais ça, c'est. Tu vois, là, il va le faire. C'est ça. Tu vas voir là, hop, les oiseaux qui montent, chercher, qui attrapent la boisson, et tu vas les voir redescendre. Et après, hop, ils s'envolent. Directement. Une fois que la canette est là, hop, ils s'envolent. Genre, c'est les petits oiseaux qui ont déposé ta canette. C'est quand même assez sympa. Mais exactement. En tout cas, moi, je trouvais ça fun. Je trouvais rigolo d'en parler. Donc, ça va. Apparemment, ils vont en équiper de plus en plus. Donc, voilà. Est-ce qu'en France, on aura bientôt ça, je sais pas, dans les gares? Ce serait cool. Ouais, ça peut être sympa. Mais dans les gares, tu vois, tu peux très bien avoir des infos. Vraiment, le plan de la gare, des trucs aussi, des trucs basiques. Ouais. Mais c'est cool. Merci beaucoup pour cette innovation qui nous vient droit de Japonie. Du Sud. Du Sud. Et qui est vraiment top, quoi. En plus, quand on le voit bouger, c'est hyper fluide. Donc c'est une caméra Microsoft. On n'y est pour rien. C'est pas nous. Voilà, exactement. On n'y est pour rien, on n'a pas choisi. Voilà. Donc voilà. Voilà pour l'info. Merci. De rien. Sophie maintenant va nous parler d'une série un peu bizarre. Oui. Mais alors juste un peu. Juste un peu. Et qui a l'air intéressante. Qui est extrêmement intéressante parce qu'elle soulève plein de questions. C'est pas juste une fiction, c'est une fiction qui sert à réfléchir. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps. C'est une série britannique qui s'appelle Black Mirror, qui est sortie en 2011, fin 2011. Et en fait, c'est plutôt une mini-série puisqu'il y a 3 épisodes. Décembre, non ? Oui, il y a 3 épisodes qui durent à peu près 1 heure. Et l'originalité de la chose, c'est qu'en fait, c'est 3 épisodes qui sont totalement indépendants. Le seul point commun, c'est que il y a le même créateur, mais surtout l'idée des 3 épisodes, c'est de nous faire réfléchir sur notre relation avec les écrans, que ce soit les écrans de téléphone, les écrans télé, Retina Display, ou l'ordinateur, et de savoir comment on réagit face aux médias, face à l'information. Donc, pour vous parler de la série, là, je vais vous parler du premier épisode que j'ai vu. Qui s'appelle National Anthem là, et alors je vais vous faire un pitch, c'est un peu spécial. C'est en fait la princesse qui est enlevée. C'est Mario, ça, je connais cette histoire. Vous connaissez, hein? La princesse qui se fait enlever, après il y a un plombier qui doit la sauver. Après tu vas te sentir merdeux d'avoir rigolé sur le sujet. Non, je sais. Alors la princesse... Mais moi, tu sais très bien que moi je suis capable de rire sur tout. Oui, c'est vrai. Donc, la princesse se fait enlever et le gouvernement britannique reçoit une demande de la part de ses kidnappeurs. Mais contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas une demande habituelle. Et non. Et donc, le Premier ministre reçoit... En slip. Le Premier ministre se retrouve face à un dilemme terrible puisque les kidnappeurs ne veulent pas d'argent, ils ne veulent pas de libération d'otages, non. Tout ce qu'ils demandent, c'est que le jour même, en live à la télévision, le Premier ministre fasse l'amour avec un cochon. Là, je regarde Chris. Tu vois, par rapport à ce que je te disais. Bon, non. Donc, voilà. Un peu de viande halal. Donc, voilà, la question un peu le sujet, tu sais, je casse des mots-clés. La question, pour les gens qui font des recherches. La question est donc, jusqu'où est-il prêt à aller pour sauver la princesse jusqu'où peut-on aller pour faire ça? J'adore quand il dit, c'est une blague. Exactement. Et le problème, c'est que on voit le gouvernement britannique qui essaye à tout prix d'enrayer les informations parce qu'en fait, la demande de rançon a été faite en direct sur Internet, sur YouTube, et donc reprise partout dans le monde. Le gouvernement essaye d'étouffer toutes les informations, mais le problème, c'est qu'une fois que la vidéo est sur YouTube, c'est mort, puisque les gens l'ont copié, l'ont retweeté, l'ont mis sur Facebook, etc. Donc c'est une série extrêmement moderne puisqu'elle montre comment en 5 minutes il est impossible de faire si la vidéo a tourné 5 minutes, après il est impossible de la faire disparaître. Elle montre comment les médias classiques, les journalistes télé réagissent, comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont être de connivence avec le gouvernement en essayant de cacher l'info, ou est-ce qu'ils vont essayer d'avoir le scoop à tout prix et de faire la plus grosse audience de tous les temps. Ça dépend, si c'est Morandini... Je pense qu'il diffuse la vidéo du cochon. C'est moche. Et nous avons en exclusivité la vidéo du cochon.
Donc voilà, et en Ne fait, zappez pas. ce qui permet de... Enfin, quand je dis que c'est une série intelligente, c'est qu'en fait, on se demande comment nous, on réagirait face à une telle chose. Est-ce que déjà, on aurait regardé la demande de rançon sur YouTube qui est un peu glauque? Est-ce qu'on aurait retweeté le message? Est-ce qu'on aurait partagé? Il y a les gens qui mettent des commentaires. Est-ce que le Premier ministre doit le faire ou Bien pas? maintenant que tu me le dis, je vois bien Fillon avec un cochon. Ça ferait mourir de rire, en fait, je crois. Avec sa Non, tête mais de t'as vu croque-mort. ou quoi? Non, mais je te jure, c'est... Écoute, tu dis, essaie d'imaginer. Là, tu vois, ensuite j'ai eu l'image de Fillon avec un cochon, quoi. tu vois. Ça. Et pour finir, donc, je vais essayer de finir quand même. Et pour finir, si cet événement devait être diffusé à la télévision, ben, est-ce que vous regarderiez ou pas, quoi, finalement bon, alors je vous dis pas ce qu'il en est à la fin de l'épisode, mais c'est une série qui met extrêmement mal à l'aise. Et à la fin, on a du mal à allumer son Twitter et puis se dire, bon, bah, finalement, qu'est-ce que je ferais moi dans ce cas-là, comment je réagirais. Donc ça, c'est le premier épisode, ça m'a pas mal, Sandwich au jambon, pas mal retourné. Et il y en a deux autres qui suivent. Je les ai pas encore vus, donc le deuxième c'est dans l'idée, ça parle plutôt dans le thème des jeux vidéo. Et le troisième parlerait d'une puce qui est implantée dans les gens et qui leur permettrait de revivre leur meilleur moment, le meilleur moment de leur vie sur écran. Alors bon, là aussi, j'attends d'avoir vu avant de me prononcer, mais en tout cas, c'est une série qui laisse pas indifférent. Et contrairement à ce que Cédric fait comme blague foireuse, c'est sérieux. Toi, coincé, c'est sérieux, oui. Bah, coincé du cochon. Hein. Bah, c'est ça, voilà. Mais moi, ça me fait penser à... comment ça s'appelait déjà Au-delà du réel. Tu te rappelles, c'est toujours des histoires indépendantes avec toujours des trucs un peu zarbes. C'est un peu mais ça, là, c'est encore... non, mais ça va plus loin. Ouais, c'est modernisé, mais en fait, c'est... Ce que je veux dire, c'est que c'est des épisodes anciens de Lone qui ont juste comme thème, du coup, les écrans et la communication. Mais ça fait un peu penser à ça, quand même. Enfin, il faut pas s'attendre à un fil rouge entre les épisodes ou suivre des personnages. L'histoire en fait. est bouclée, ça sera le deuxième épisode. Comme Au-delà du réel. Oui, bien sûr. Bon. Donc, je vous conseille d'aller vous faire votre propre opinion. Ok. Voilà. Bon jambon beurre. Une nouvelle rubrique, puisqu'on n'a pas d'invité, on a un incrusté. C'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est une rubrique qu'on a créée spécialement pour Stéphane et qui servira peut-être plus tard si jamais on reçoit aussi d'autres personnes qui s'incrustent sur le plateau et qui présentent une rubrique. Donc bonjour monsieur l'incrusté, Stéphane. Bonjour. Et tu vas nous parler en fait, Stéphane que vous connaissez peut-être déjà, qui officie sur No Watch partout, qui a animé la keynote, les keynotes d'ailleurs assez souvent, quasiment à chaque fois d'ailleurs, en live. Quasiment, ça, voilà. Mon compère de HD Lab. Et voilà. Et que vous retrouvez sur Twitter, sur @lbstéphane, mais on mettra tout ça dans les liens de l'émission, de toute façon. Tu vas nous parler d'Apple et des gens qui parlent sur fond blanc. Et de la propagande. Non, tu vas nous parler donc de la dernière keynote Apple qui a eu lieu cette semaine. Ouais, au cas où vous l'avez pas suivi. Et donc ils ont annoncé la nouvelle Apple TV et le nouvel iPad. Et le new iPad. Non, le nouvel iPad en français, en disant France. Alors déjà, l'Apple TV, c'est le premier truc qu'ils ont dévoilé. Ouais. Qu'est-ce que ça change ? Petite mise à jour, un processeur un peu plus puissant, on est sur un A5 au lieu d'un A4. C'est pas le même que dans le nouvel iPad, parce que c'est un A5X, on en parlera tout à l'heure. Attention. Et puis maintenant, elle gère nativement le 1080p. En 2012. En 2012, c'est un peu ça. Comme dirait Will. Ouais. Voilà. Et sinon, un changement d'interface. Et il faut dire que là, ils ont fait très fort. Particulièrement raté. C'est quand même l'interface la plus laide que j'ai jamais vue. Chez Apple. Chez Apple. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec leur nouveau logiciel iPhoto et tout ça sur iPad, entre autres, l'interface est magnifique. Elle est juste... il faut aimer le style, mais elle est magnifique. Là, c'est juste raté, quoi. Ça fait beaucoup de couleurs à l'écran, des gros icônes. Qui en plus sont même pas à carrés. la iOS, mais pas vraiment à la iOS. Ils sont rectangulaires. C'est très moche. Voilà. Je vous mettrai des photos si vous voulez. Si vous avez un Apple TV 2, puisqu'il s'appelait 2 avant. Non, il s'appelle plus Apple TV 2, il s'appelle Apple TV. Apple TV. Ils rebootent de toute façon, ils vont faire pareil pour tous les devices. Ils vont tout rebooter. Remarque, ça commence à faire long, quoi. Genre iPhone 12. Bon.
Et donc le nouvel Apple TV, si vous avez l'ancien Apple TV, donc l'Apple TV 2, vous pouvez faire la mise à jour et vous bénéficiez de cette magnifique interface toute moche. Bon, il y a quand même un plus, c'est qu'avec la nouvelle interface, il y a des applications qui arrivent. Ouais. Il va très certainement y avoir des nouvelles applications encore par la suite. J'espère qu'un jour, Apple daignera ouvrir un SDK ou des API pour les développeurs et que les développeurs tiers puissent créer des applications pour que vous ayez une application, par exemple, No Watch sur l'Apple TV. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres. On aurait pu dire TF1, hein, mais on a dit No Watch. On a dit No Watch. Bizarrement. Et donc la grosse annonce, c'était le nouvel iPad, puisqu'il s'appelle comme ça, qui en fait ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa. C'est un iPad 2 un peu plus épais. Et un peu plus lourd. Et un tout petit peu plus lourd. 40 et quelques grammes. Ouais, 40 grammes. Ouais. Parce que la batterie est en fait un peu plus épaisse. Ils ont voulu augmenter l'autonomie et garder la même autonomie, puisque maintenant il est 4G. Donc ils ont voulu garder la même autonomie. Et puis surtout, il a une résolution qui est 4 fois supérieure puisqu'il a l'écran Retina. Donc la grosse nouveauté, c'est l'écran Retina. Donc si vous avez suivi un peu toutes les rumeurs, la keynote n'a fait que confirmer les rumeurs. Ouais. Bon, écran Retina, on est quand même sur du 2048 par 1536. C'est plus que ma télé. C'est plus qu'une télé HD. C'est du 264 points par pouce. Ouais. Donc c'est quand même assez énorme. Et comme dirait, je sais plus qui l'a dit sur scène, qu'en gros, pour les jeux en tout cas, l'iPad, le nouvel iPad, en fait affichait plus de pixels que les Xbox ou la PS3 à l'écran. Alors après, en termes de polygones, non mais c'est à voir. Mais attends, mais tu joues à Angry Birds sur ta Xbox, t'es en 1920 par 1080. Maximum si tu as une télé Full HD. Tu joues à Angry Birds sur ton iPad, nouvel iPad, tu es en 2000 et quelques par 1500 quoi. Enfin, Angry Birds en HD. Eh ouais. Bon, l'autre nouveauté, c'est quand même. Nouveau processeur A5X. 4 cœurs. Double cœur CPU. Ouais, et 4 cœurs. Et 4 cœurs GPU. Ouais. Alors que Apple annonce 4 fois plus rapide qu'un Tegra 3, là je demande à voir quand même. Je ne sais pas sur quoi il se base sur le test, mais bon, c'est assez prometteur, au moins sur le papier pour l'instant. La nouveauté, c'est la caméra iSight, 5 mégapixels qui enregistre des vidéos en Full HD. Et même qualité finalement que le 4S, quoi. Voilà, même qualité que le 4S. C'est la même chose, sauf que c'est un 8 millions, c'est un 5 mégas au lieu d'un 8 mégas. Et apparemment, par contre, c'est la même lentille et rétro-éclairée. Et apparemment, la caméra frontale est passée en 3 millions de pixels, d'après ce que j'ai lu. Non, moi j'ai lu que c'était la caméra FaceTime en VGA en classique. VGA Ah ouais, mais moi j'ai vu sur un site, alors peut-être qu'ils sont plantés, mais qu'elle était en 3 millions. Et ça me semble beaucoup, 3 millions. Quand on l'aura entre les mains, on va vite être fixé de toute façon. Ouais, enfin moi je l'aurai pas, mais toi tu l'auras peut-être, donc oui, je vais l'avoir. Bah si je l'essaye à l'Apple Store, je pourrais en dire quelque chose. Alors pas de Siri. Non. Ça a étonné beaucoup de gens, mais pas de Siri. C'est la guerre en ce moment Siri, donc c'est peut-être pour ça. Il a osé. Non mais il a osé. Voilà. C'était la question. Est-ce qu'il allait la faire? Il l'a fait. Donc pas de Siri. Apple est parti du principe que l'iPad n'était pas forcément tout le temps connecté. Ouais. Et donc, comme Siri a besoin d'être connecté, il ne l'intègre pas à l'iPad. Par contre, il y a une partie de la reconnaissance vocale qui a été intégrée. La dictée vocale. Voilà, vous pouvez dicter dans iMessage, dans vos mails. Voilà, bon. Plutôt sympa. Voilà. C'est pas une révolution. C'est une évolution. C'est une belle mise à jour. Ouais. Voilà, comme toujours, il y a les déçus, les pas déçus. Moi, j'ai un iPad 1. Je vais passer à l'iPad 3. Ouais. Moi, j'ai un iPad 2. Si j'avais eu un iPad 2, je pense que j'aurais pas sauté le pas. Il y a trop peu de différence, et même si, on te salue Jérôme au passage, certains disent que l'écran Retina, c'est juste le truc qui va te faire changer d'iPad et dépenser encore 500 boules. 500, t'es gentil en plus. Oui, enfin 600 boules. Voilà quoi. Enfin, je suis pas certain que ce soit l'argument ultime, quoi. Parce qu'en fait, on va parler maintenant d'un effet de bord de l'écran Retina et qui rend qui touche tout le monde, d'ailleurs même ceux qui n'ont pas d'iPad. Et d'ailleurs ça vous touche si vous avez un iPad 1, un iPhone 3G, un iPhone tout court. Les applications, la majorité sont universelles. Ouais. C'est-à-dire, explique-moi parce que c'est universel. Voilà. Pour les gens qui nous suivent et qui ne seraient pas geeks. Alors je mets ma casquette de développeur. Voilà. Ma casquette.
Les applications universelles sont des applications qui marchent à la fois sur iPhone et à la fois sur iPad. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une application universelle, vous avez à la fois l'interface graphique pour iPhone et l'interface graphique pour iPad. Ce qui veut dire les images pour l'iPhone et les images pour l'iPad. Et là, vous avez des images qui sont en 2048. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a un premier effet de bord qui est que, par exemple, une application qui avant pesait 93 mégas en pèse aujourd'hui 300 et quelques. Donc, c'est bien, c'est beau, mais si vous avez un 16 Go, changez-le pour un 32. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait, en gros, vous allez pouvoir mettre 4 fois moins d'applications. Quasiment, ouais. Si vous utilisiez que des apps universelles, vous en mettez 4 fois moins. Voilà, donc on a vu l'exemple de Tweetbot, je crois, qui passe à 24 mégas au lieu de 8. Qui est à 8 mégas et qui passe à 20 et quelques mégas. Et le pire, c'était... le pire, c'est iMovie, qui passe de 70 mégas à 300 et quelques mégas. Voilà, c'est ça. Rien que pour les mises à jour. Parce que quand vous avez iMovie sur votre iPhone, vous avez aussi la version iPad intégrée à l'intérieur. À l'intérieur. Donc là, quand même, j'alerte les développeurs, puisqu'il y a quand même moyen d'utiliser des images avec ce qu'on appelle des patterns. Donc on fait un tout petit bout d'image qu'on va dupliquer, notamment pour tout ce qui est barres, etc., qui sont très peu utilisés aujourd'hui, alors que c'est natif aux API Apple. Et pour ne pas s'embêter, on préfère mettre une belle image qui est bien lourde. Donc pensez aux utilisateurs. Il va falloir optimiser ces applications. Et aux pauvres gens qui ont des 16 Go. Bon, sinon dans l'ensemble, c'est une belle machine comme d'habitude. Bah ouais. Voilà. Le form factor est le même. Voilà, il est beau. Bonne qualité et tout ça, il n'y a rien à dire. Mais écoute, quelque chose à ajouter ? Tu l'achètes ? J'achète. Le prix n'a pas changé, on l'a pas dit. Non, ouais. Et l'iPad 2 aussi reste en gamme et il perd 80 €. Il perd 80 €, ouais. 100 $, 80 €. Mais franchement, pour 80 €, je pense qu'il vaut mieux prendre le 3. Enfin, si c'est votre première tablette, allez directement sur un iPad 3. Sur un iPad 3. Carrément. Good, merci. À plus. À plus. Dans le bus. Dans le bus. On voir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps. Jean-Jacques nous répond. Je suis allé au Louvre avec ma famille, j'ai voulu taguer Kill Justify sur la Joconde. Alors à minuit, je suis allé dans le palais, et puis j'ai mis des laxatifs pour cheval dans le café des gardiens. Et pour casser la vitre de sécurité, j'ai imité Lara Fabian. Ça fait un tollé. Je suis allé en tôle. Et sinon, il y a la boutique No Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés, qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage et en plus ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch. Cette semaine, je vais vous parler de Windows 8 avec Stéphane et je suis pas dans le canapé puisqu'en fait j'ai besoin d'un clavier et d'une souris puisque ma télé n'est pas tactile. Donc voilà. Windows 8 a été présenté donc, au Mobile World Congress de Barcelone il y a quelques semaines maintenant. Et en fait, Microsoft a rendu disponible la Consumer Preview que vous pouvez télécharger chez vous si le cœur vous en dit. C'est plus facile maintenant. C'est les premiers jours, c'est plus facile maintenant. C'est plus facile maintenant. Je vous conseille pas de l'utiliser sur un PC principal. Parce qu'en fait il y a vachement de bugs encore, donc c'est pas fait pour une utilisation de tous les jours. Il y en a beaucoup moins que dans la Developer Preview qu'ils avaient lancé en septembre l'année dernière. Il y avait moins de fonctions dans les Developer Preview. Il y avait moins de fonctions. Donc qu'est-ce que l'on voit quand on allume Windows 8? On voit ce magnifique écran d'accueil avec une image que vous pouvez personnaliser. Donc moi je vous fais la démo clavier-souris, puisque encore une fois j'ai pas d'écran tactile, mais sinon en fait si c'était sur une tablette, on appuie dessus, on lève pour débloquer, comme sur un Windows Phone si vous avez déjà un Windows Phone. Donc là je peux le faire à la souris par exemple, ou au clavier, j'appuie sur la touche entrée. Pour se loguer, on n'est pas obligé, on peut le faire avec un login local, mais Microsoft recommande d'utiliser un login Windows Live et d'ailleurs vous invite à en créer un si vous le souhaitez à l'installation de Windows 8. Alors je vais taper mon mot de passe. Pourquoi est-ce qu'il vous demande ça? Parce qu'en fait il est synchronisé avec SkyDrive et avec tout le cloud systématiquement. Et donc par exemple si vous avez encore une fois un téléphone sous Windows ou autre, si vous prenez une photo, elle sera automatiquement chargée sur votre ordinateur, un peu comme iCloud.
chez Microsoft. Et de toute façon, il le faudra l'ID pour le marketplace, puisque vous avez un magasin d'applications. Un magasin d'applications, exactement. Donc l'écran principal de Windows 8, c'est ceci. Ce sont des gros carrés. En fait, c'est l'interface métro. Si vous n'êtes pas habitué à cette interface, il ne faut pas avoir peur. Il existe encore le bureau Windows. N'ayez pas peur. Je vais vous montrer tout à l'heure. L'intérêt, en fait, c'est que les applications s'exécutent en plein écran. Un peu comme sur un mobile ou sur une tablette. Ce que nous a habitué Apple sur l'iPad, entre autres, c'est d'avoir des applications plein écran. Donc là, en fait, chez Microsoft, on fait la même chose. Donc, par exemple, si j'ouvre mon calendrier, j'ai une petite animation sympa. Et là, j'ai mon calendrier qui est synchronisé automatiquement avec mon calendrier live, Gmail et tout ça, parce que j'ai renseigné tous mes comptes et il a été me chercher tout ça tout seul. Voilà, donc j'ai Comme même... sur Windows Phone, on reste de toute façon dans l'esprit. Exactement. Pour fermer les applications, on peut utiliser plusieurs méthodes. Il y en a une simple, c'est je clique en haut en fait, et je descends l'application, elle est fermée. Voilà, ni plus ni moins. Sinon, quand par exemple je suis dans l'application, je vais être dans l'application messagerie, joli SMS, c'est une jolie icône SMS. Donc là, je suis connecté au chat Facebook et au chat Windows Live. Si je vais en bas à gauche, en fait, ils ont créé ce qu'ils appellent un coin actif. Et en gros, c'est le bouton démarrer qu'on avait avant sous Windows, qui aujourd'hui n'existe plus. Qu'on cherche au début. Ouais, que l'on retrouve. Et si je retourne en bas à gauche, je retourne sur la dernière application que j'ai utilisée. C'est quand même super bien fait. Ils ont rajouté aussi en fait un coin actif en haut, qui me permet justement de voir les applications qui sont lancées. Donc là, il n'y a que messages. Je vais lancer aussi les contacts. Voilà, je vais retourner sur les messages. Ah merde, du coup, j'ai déjà montré un autre truc, c'est pas ce que je voulais faire. Je retourne sur les messages. Je retourne sur le truc démarrer. Voilà, et là, automatiquement, je vois toutes les fenêtres qui sont ouvertes et je peux switcher de l'une à l'autre, ce qui est plutôt sympa. Je vais aller, tiens, hop, dans la messagerie. Qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Je fais n'importe quoi là. Hop, je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Alors, il faut juste un truc, c'est pas encore super optimisé pour l'utilisation à la souris. Il y a des coins qui ne fonctionnent pas super bien, assez bizarrement. Donc voilà, je suppose qu'au doigt, ça doit mieux fonctionner. Est-ce que je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer en fait comment faire le stack entre plusieurs applications, mais c'est à la souris encore une fois c'est pas super évident. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc des applications plein écran. Donc là j'ai téléchargé par exemple l'appli Marmiton sur le store qui est gratuite et qui est super bien faite puisqu'elle reprend l'interface métro. Donc on y retrouve pas mal de choses avec les avis entre autres des gens qui laissent donc des avis sur les recettes. C'est super bien fait. Il faut imaginer ça en fait sur une tablette plus que sur un écran de bureau. Mais en fait, au début, je me disais, tiens, ça va pas fonctionner, hein, une interface comme ça sur un ordinateur de bureau. Et finalement, à l'usage, je me rends compte que c'est pas si mal que ça et que ça fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, si je veux, je peux retourner sur le bureau classique où j'ai ma corbeille, mon Internet Explorer et mon explorateur de fichiers, par exemple. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, donc je suis pas perdu. Ouais, moi j'ai du mal. Je reviens ici. Ouais, c'est vrai que en fait, ça dépend des gens. Et encore une fois, c'est... Sur la tablette, je suis vraiment convaincu. Ouais. Sur le bureau, j'ai... Donc là, pareil, en fait, on a un Internet Explorer qui est relooké pour la version tablette, en fait. Et je peux éventuellement épingler des sites que je visite. Voilà. Donc c'est top. Bah tiens, là, on voit l'application qui a été refusée. Et qu'il va falloir que je repasse à la certification. Si je veux ajouter une icône, hop, voilà, je vais l'épingler sur la page d'accueil. Donc normalement elle doit être quelque part, elle a dû se mettre peut-être à la fin, voilà. Elle s'est mise à la fin et je peux déplacer toutes mes icônes sur mon bureau. Sur le bureau normal, non, tu ne les vois pas. Ça sert à rien, il n'y a plus le menu démarrer. Mais en fait c'est ça le menu démarrer. Oui, c'est ça le menu. C'est ça le bureau, ils disent juste il y a le menu bureau, mais exactement. Ouais, il sert à rien, oui et non, parce qu'en fait tu as encore des applications qui ne sont pas en interface métro. Ouais, toutes les applications non métro vont s'exécuter via ce bureau. Toutes les anciennes applis que tu as, ou même certains jeux. Ils apparaîtront pas en lien ici, en icône? Alors, ceux qui sont certifiés par Microsoft, oui. Mais par exemple, tu as gardé un CD d'un jeu chez toi, il ne sera jamais certifié métro. Donc il faut bien qu'il puisse tourner quand même, quoi.
Un truc qui est top, c'est qu'ils ont intégré le Xbox Companion. Donc ça permet de piloter sa Xbox à distance. Alors vous allez me dire sur un PC c'est quoi l'intérêt? Il n'y en a pas trop. Non, mais sur une tablette, sur Windows 8, là il y a un gros intérêt. Et un autre exemple de l'interopérabilité des applications qui est assez sympa, c'est quand on va par exemple dans vidéo. Donc là on va arriver sur le store de Microsoft Vidéo. Voilà, donc actualité, la planète des singes. Je clique dessus. Donc là je vais avoir une fiche récapitulative. Je peux voir la bande-annonce si je veux. Je peux acheter ou louer le film et surtout lire sur la Xbox. Et si je clique là, ça lance le compagnon et ça me lance sur ma Xbox. Donc c'est top. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je vais lancer la bande-annonce. Waouh! La planète des singes. C'est assez bien fait. Alors là, on voit que l'interface est vraiment faite pour le doigt. Hein. Si je veux avancer, voilà, je le sélectionne. Hop. Donc c'est pas mal. Là, par exemple, j'ai fait un petit retour et je continue à avoir l'aperçu. En fait, en bas de la vidéo que je jouais. Bon, ça, c'est un truc spécifique à cette application-là. Mais là, on voit qu'en fait, elle est toujours en cours de lecture. C'est grâce à la fameuse vignette interactive. Donc voilà. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails de Windows 8. Je vous laisse le découvrir si vous voulez l'installer. C'est assez sympa, c'est fluide. Et vous allez me dire, mais tu as une bête de course pour faire tourner ton truc. Non. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, crime de lèse-majesté, il tourne sur un vieux Mac Mini de 2006 ou 2007, qui en plus n'est pas une bête de guerre. Core de duo. Non, un Core duo. Il n'est même pas 64 bits. Donc c'est un Core duo avec 2 Go de RAM, c'est tout. Et un disque dur en 5400 tours minute, donc c'est franchement pas une bête de course, quoi. C'est quand même très fluide. C'est super fluide. C'est vrai que ça tourne sur une machine modeste, on va dire. Ouais, et ça démarre super vite. Et là où Microsoft a fait assez fort, c'est sur la sortie de veille, entre autres. Bon, après, là, comme c'est sur un Mac Mini, je suis pas certain que ça fonctionne, et ça risque d'ailleurs de bugger au redémarrage. Mais c'est incroyable de voir à quelle vitesse, en fait, le Mac Mini, mais du coup l'ordinateur redémarre. Donc là, j'attends juste qu'il tombe vraiment en veille. Voilà, il est tombé en veille. J'appuie sur le bouton. Donc là, on va voir combien de temps il va mettre pour redémarrer. Chronomètre. Attention, chronomètre. Non, en plus, voilà, il est déjà revenu. Voilà. Donc j'ai le problème de résolution évidemment, mais encore une fois, c'est une bêta et c'est pas un matériel d'origine. Mais ça revient, tu vois, là on voit. Ouais. Il faudrait débrancher et rebrancher le DVI. Mais il sort de veille, c'est quasi instantané. Non, bon, en même temps, ça confirme que c'est fait pour tourner sur une tablette. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas de tablette vraiment pour tester. À part celle qu'on peut trouver sur eBay, que certains journalistes et personnes influentes ont eu l'année dernière quand Microsoft a commencé à présenter les tablettes sous Windows. Et au niveau des photos, pareil, hein, si vous avez connecté votre compte Facebook et tout ça, vous retrouvez en fait vos photos. Voilà. Donc là, je vois mon enfant par exemple qui rigole. Mais ça, c'est repris de Windows Phone et c'est vraiment bien. Et c'est super bien fait. Parce que c'est vrai qu'on retrouve tous les albums qu'on a sur Facebook, SkyDrive, etc. sans avoir besoin d'aller sur le site, sur l'application dédiée, etc. Donc ça, pour ça, c'est bien. J'avoue. Ah, tu vois, tu reconnais toi-même. Ouais, des fois, j'avoue. Ah, là, tu vois, la bourse, l'application de bourse, c'est assez sympa. Aussi, avec des infos. Enfin bon, c'est super bien pensé et je trouve que c'est assez moderne, quoi, en fait. Et c'est ce qui me plaît. C'est d'avoir des interfaces modernes. C'est assez épuré, donc il faut aimer le style. Mais voilà. Et bien voilà, c'est fini pour Windows 8 et je vous invite encore une fois à aller télécharger la Consumer Preview et à l'installer. Vous ferez votre Il faut minimum une résolution en 1024 par 768. Ouais. Donc certains netbooks ne la supportent pas puisqu'ils ont que 600 de haut ou 700. Enfin voilà. C'est pas suffisant en fait. Voilà. Cette semaine, Audrey va nous parler de plein de concepts super intéressants et j'en ai découvert au moins 2 ce que j'ai adoré. Sur 3, c'est pas mal. Ouais, il y en a un en fait qui finalement est déjà un peu vu ailleurs. Je ne le connaissais pas, hein, mais donc du coup je l'ai aussi découvert. Mais c'est lequel? On avait déjà vu. C'est le téléphone pliable qu'en fait on a déjà vu plusieurs fois. Mais c'est surtout en fait les autres concepts qui passent derrière et qu'on mettra en incruste. Et le premier, donc, tu vas nous parler d'une imprimante particulière. Ouais, une imprimante qui fonctionne avec un crayon papier en fait. Waouh! En fait, ce qui est sympa, ce que je trouve sympa, c'est qu'on puisse imprimer, donc du coup avec le crayon papier, ça permet de réutiliser les feuilles après. Ouais, tu peux effacer. Oui, et tu peux mettre une gomme aussi dans l'imprimante pour effacer et réimprimer derrière. Et réimprimer derrière. C'est génial, je trouve. Donc je trouve ça excellent, quoi. Je pense surtout aux gens, genre comme ma mère,
qui n'aime pas du tout lire sur son écran. Et du coup, elle utilise plein de papier pour imprimer et c'est foutu. Ouais. Et là, elle pourrait les réutiliser. Donc, Exactement. Et sachant qu'en plus, je sais pas si t'as vu, mais le crayon, en fait, le crayon ne bouge pas. Il est dans un truc et il y a une espèce de... En fait, c'est comme s'il taillait le crayon, en gros. Et il exploite, en fait, la mine... Enfin, le carbone. Le carbone, exactement, pour écrire avec une vraie tête d'impression. Enfin, c'est assez bizarre. Et ça fonctionne, je crois, aussi par magnétisme et je sais pas quoi, en fait, pour imprimer, d'après le concept. Puisqu'en fait, ça répond au champ magnétique, le carbone. Ouais. Et donc, du coup, ça imprime, en fait, via le magnétisme. Et c'est ça qui est... Le concept est intelligent. Et puis, le coup de la gomme... c'est ridicule. C'est juste mortel, quoi. Mais c'est juste mortel. Enfin, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ouais. Après, tu me dirais, il y a de l'encre effaçable qui pourrait se mettre dans les cartouches. Ouais, mais c'est pas pareil. L'encre effaçable, tu peux pas réécrire plein de fois dessus, quoi. Ouais, et puis il y a l'aspect, tu t'en mets pas partout. Enfin, c'est du crayon, quoi. C'est propre, c'est du bois, c'est écolo. Enfin, je sais pas, je trouve ça sympa. Enfin, écolo, je sais pas à quel point, parce qu'en fait, on coupe des arbres quand même pour oui, mais c'est faire les crayons. Plus écolo que de l'encre. Qu'une cartouche en plastoc. Je suis d'accord avec toi. Et le concept suivant l'appareil photo. Ah, c'est une tuerie. Enfin, j'ai trouvé ça génial pour les gens qui ou débutent en photo ou veulent un appareil. Enfin, le concept un truc simple en fait. Explique, parce que. Alors le concept, c'est un appareil photo qui est transparent, enfin dont l'écran est transparent, et du coup on va viser comme si on avait une vitre. Et hop, on vise. Et, comme si on faisait ça en fait entre ses doigts et on dit tiens c'est ça que je veux et hop ça fait la photo. Voilà. Et en fait il y a un capteur qui mesure la distance entre nous. Ouais. L'appareil photo et la cible, et comme ça va prendre en compte le mouvement qu'on va faire. Donc plus on recule et plus on va avoir un plan large et plus on avance et plus ça va zoomer. Voilà, automatiquement. Donc en fait il est capable de voir même où nous on se situe par rapport en fait à l'objet en lui-même. C'est-à-dire que si j'avance comme ça vers Stéphane, que j'appuie sur un bouton, je le prends en photo. Oui. En zoom lui. Alors que si je recule comme ça, il me prend vraiment le plan large que moi je vois en fait. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est bluffant, ouais. Donc c'est un concept évidemment, mais c'est typiquement le genre de truc qui pourrait changer le futurisme en plus. Voilà, en fait, imagine une tablette. On a vu des écrans transparents au CES. Ouais. Imagine une tablette qui serait en fait transparente, tu vois, des deux côtés. Et où quand tu veux prendre une photo, tu fais ça et tu vises et tu fais ton cadre et tu fais tac et voilà. J'ai pris une photo. Transparente des deux côtés, c'est fort. Mais quoi? Bah oui, parce que là, elle est. Ok, tu m'as compris. Ok. Le troisième concept, c'est le téléphone dépliant. Ah ouais, ça se barre comme des baleines, hein. Allez, vas-y. Le téléphone dépliant qui s'appelle Fanflet et qui est aussi solaire. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, les téléphones dépliants, on en a déjà vu plein. Il y en avait un d'ailleurs qui était en 3 parties, que tu pouvais poser sur la table, que tu pouvais, quand tu lisais un mail par exemple, tu pouvais le tourner au fur et à mesure et le texte s'affichait tout autour. Ça, c'était super sympa. Et là, il est solaire. Bon, après, un téléphone solaire... il est solaire et en plus, il utilise les nanotechnologies. Enfin, bon, c'est un truc qu'on n'est pas prêt de voir encore. Ouais, mais qui est super beau. Enfin, il fait super fin. C'est vrai que c'est le rêve d'avoir un truc aussi fin que ça, quoi. Tu te dis où est-ce qu'on met la batterie, où est-ce qu'on met les composants. On s'en fout. C'est le futur. C'est le futur. On s'en fout, c'est le futur. Moi, ça me fait penser vachement à Battlestar Galactica parce que les bords sont biseautés et comme dans Battlestar, tout est biseauté. Je l'avais dit, le papier, même le PQ est biseauté, tout est biseauté. Donc voilà. Donc le téléphone de Battlestar Galactica, exactement. Ouais. Oui. Non mais top. Moi, l'imprimante et le truc photo, je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on voit les fameux 2 capteurs pour savoir où toi tu es. Et tu vois, en fait, en fonction de là où tu as placé ton œil, il zoome ou pas, quoi. Mais c'est vrai que des 3 concepts, celui qui est peut-être le plus faisable, c'est l'imprimante, qui a l'air le plus facile à réaliser. Après, j'en sais rien, je trouve que c'est ultra compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que l'appareil photo, ça fait... Je sais pas, tellement simple d'utilisation. En fait. Je pense que ça serait, à l'heure actuelle, ça serait faisable. Tu vois, avec Kinect, tu mesures déjà la distance entre toi et mais après, tu as l'écran avec lequel il faut t'interagir aussi, qu'il soit transparent. Bon, ça, un écran transparent, la preuve, nous l'a montré Christophe sur un distributeur, qui en plus est tactile. Donc, tu vois, l'écran pourrait très bien être tactile. Ouais. Je pense que ça serait tout à fait faisable, en fait. Donc, voilà, constructeur. Ouais, constructeur, si vous nous écoutez, ça, c'est juste le concept que vous devez lancer, quoi. C'est vraiment top. Alors évidemment, ça ne se remplacera jamais un vrai appareil photo numérique, un vrai appareil réflexe. Ça n'a pas forcément le but, quoi. Non, mais voilà, ça fait un petit appareil vraiment génial où en gros, ce que tu vois, c'est ce que tu prends en photo.
C'est un peu l'argentique, Wheezy- mais l'argentique du futur. Wheezy Whip. What you see, See what you get. You photographe. Ok. Bref, en tout cas, merci pour ces concepts. Je trouve géniaux et c'est Ouais, et en plus je les connaissais pas. Donc là, tu m'as vraiment fait découvrir un truc, c'est top quoi. Mais de rien. Voilà. Le son de la semaine, c'est encore Mass Effect. Comme de par hasard. Comme par hasard. Donc c'est donc la musique de fin du 2. Suicide Mission. Voilà, Suicide Mission comme dirait Sophie. Qui en fait est réinterprété par le London Philharmonic Orchestra. Juste un tout petit orchestre. Juste un tout petit orchestre et c'est super intéressant. Alors déjà c'est une musique un peu militaire classique qui est sympa. Qui te prend au trip dès le début. Tu sens que ça monte petit à petit, ouais. Et puis après ça y va quoi. Et ce qui est intéressant avec ce London Philharmonic Orchestra, c'est que... C'est qu'il reprend toutes les musiques de Doctor Who. Ah non, c'est pas ça. Oui, mais non. C'est qu'ils reprennent plein de musiques de jeux vidéo. Voilà, ils ont fait un album sur lequel on retrouve ce morceau-là. Mais vous avez dedans du Final Fantasy. Ouais, Final Fantasy, Battlefield apparemment. Ouais, du Super Mario Bros, ouais. Du Zelda. Aussi. Assez impressionnant le Zelda d'ailleurs. Je l'ai pas entendu le Zelda. Ah, si. Mais en fait ils ont fait plusieurs albums, mais en tout cas sur celui-ci, il y a pas mal de morceaux comme ça. Donc de toute façon des morceaux à la limite que t'entends toi tous les jours et interprétés par un orchestre avec énormément d'instruments, c'est toujours assez bluffant quoi. Enfin, t'écoutes ça, ça te prend au trip, ça te replonge dans l'ambiance avec un petit truc en plus quoi. En fait il faut l'écouter avant de commencer à jouer à Mass Effect. Ça te met dans l'ambiance en fait. Ou au boulot. Ou au boulot, ouais, exactement. Pour te dire, putain, ce soir je vais jouer. Ouais. Tous les jeux. À tous les jeux dont je viens d'entendre la musique. Voilà, donc on vous invite évidemment à écouter, c'est assez sympa. Sur Spotify, ouais, je l'ai trouvé. Réinterprété par un orchestre donc, de musique, qui fait plutôt de la musique classique d'habitude. Et c'est assez impressionnant même. Ah oui. Ah oui. C'est l'heure d'appeler votre banquier et on reste toujours dans l'espace intersidéral. Dans la science-fiction. Ouais, puisqu'Audrey va nous parler d'un livre un peu particulier. Oui. Pour faire à manger des trucs bizarres. Non, ils sont pas bizarres, mais c'est le Star Wars Cookbook. Et en gros, c'est pour cuisiner pas des choses qui sont dans Star Wars, mais cuisiner... Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des races de viande que tu ne pourrais pas obtenir en fait, donc c'est... Oui, mais il y aurait eu moyen d'adapter. Mais en gros, c'est des recettes... une brochette d'Ewok, maintenant que tu le dis. Plus ou moins un michoui d'Ewok. Tu vois, par exemple, t'as les pancakes, mais ils sont juste mis à la mode de personnages de Star Wars. Par exemple, les pancakes sont de C3PO. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a les yeux en pancake, je pense. Je sais pas, il n'y a que cette tête-là. Nous ne voyons pas d'autres explications. Par exemple, là, t'as un toast avec les deux soleils. Ah oui, bah oui, pour Tatooine. Voilà. Donc, c'est juste faire des références, c'est mise en page... Enfin, mise en photo, mise en page... Mise en situation. Mise en situation. Voilà. De façon... Le Yoda Soda, en fait, on dirait un peu de la vase de cette planète là sur laquelle il est Dagobah. Oui, pas Dagobert, c'est le chien. Non, c'est Dagobah. Dans le Club des 5. Donc sur Dagobah, un peu de gelée de Jabba. Voilà, un peu de gelée de Jabba. Ça, c'est quand même la classe. Puis c'est tellement ragoûtant, t'as tellement envie d'en manger que c'est génial, quoi. Ouais, surtout avec les figurines dessus, en fait. Je pense que... Bah voilà, si t'achètes ce livre, c'est pas pour les recettes qu'il y a dedans. Voilà, c'est pour le livre parce qu'il est super beau, que les photos sont vachement sympas. Il est plastifié en spirale. Ouais, donc il est en spirale, ce qui veut dire que quand tu cuisines, quand Obi-Wan tu le poses... Kebab. Non mais c'est écrit. Quand tu le poses, c'est assez... Obi-Wan Kebabi. Ça reste ouvert à la bonne page. Les Wookie Cookies. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre ? Oui, il est super beau, les pages sont plastifiées. Vous n'avez pas entendu le Wookie ? Viens là faire le Wookie. Fais le Wookie dans les seins d'Audrey, s'il te plaît. Bah oui, c'est là où est le micro. C'est quand même vachement bien fait, sans trucage. Hein. C'est bien, Timothée. Ouais, super, cette rubrique de pire en pire. Donc, les pages sont plastifiées et ça coûte seulement 13€. Et c'est pas mal. Et à la fin, il y a des petits trucs. Hein. À la fin, il y a des petits trucs plutôt rigolos. Donc, dans ce livre, il y a pas mal d'humour, pas mal de jeux de mots, tout ça. Et je vais laisser Cédric Bonnet nous en faire une ou deux. Juste un, parce qu'il faut le découvrir. Oui. Mais en fait, donc c'est des petits autocollants qui
qui sont brillants et assez géniaux. Et là, il y en a un, par exemple, où on voit la princesse Leia qui dit « Use the fork, Luke ». Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir sur cette blague digne de Jérôme Kainborg. Il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres. Donc, et les titres, voilà. Souvent, genre le hamburger. Ah, le hamburger, c'est quand même top, quoi. Voilà. Les TIE Fighter Ties. C'est... Hein, ouais, ils sont sympas. C'est des friands à la saucisse. On revient toujours à notre cochon de tout à l'heure. Je veux dire, c'est un peu le truc récurrent. Non, mais je te promets, le Obi-Wan Kebabs, c'est pas une connerie. C'est vraiment écrit, quoi. Non, franchement, c'est très rigolo, c'est beaucoup d'humour. Il est en anglais, il est pas en français. Alors ça, par contre, c'est le seul truc qui est un peu embêtant. Non, mais tu trouves facilement les tableaux de conversion. Oui, mais par exemple, si tu sais pas ce que c'est chicken, eh ben, t'es mal, enfin, pas... Oui. Google Trad, oui. Ouais, mais traduire toute une recette, ça fait un peu chier. Reverso, ouais, et il y a 2 tomes pour l'instant. Ça, c'est le premier tome. Ah oui, j'ai vu le deuxième. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en couverture? Je sais plus. C'est pas c'est un humain, mais je ne sais plus qui c'est. Je l'avais vu. C'est pas un truc sur les Jedi, justement? Il me semble. Enfin bref, en tout cas, il y a 2 tomes. Vous les trouvez sur Amazon facilement. On vous met le lien, évidemment, sous l'émission. Merci évidemment. Beaucoup. C'est vraiment... ça m'a donné faim, tu vois. Je pense que je me ferais bien un hamburger. Avec un Yoda soda. Ouais. Et pour terminer avec cette émission, on finit avec l'incruste. Oui, tant qu'à s'incruster, autant s'incruster jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'as retenu de cette émission? Mass Effect, tu as joué, toi? Non. Il faut savoir que j'ai à peu près 10 ans de retard en jeux vidéo. Ouais. J'ai décidé de rattraper les 3 dernières années. Ah bah c'est bon, il y a Mass Effect dedans. Donc demain je vais acheter Mass Effect 1, puisque j'ai une Xbox. Bah il coûte rien du tout en plus. Mais en plus j'ai toujours vraiment eu envie d'y jouer, mais pas le temps. En plus tu as un t-shirt Star Wars, donc je veux dire Mass Effect, c'est un univers qui va te parler, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas Chewbacca. Non, mais il y a des races qui sont aussi intéressantes. Et t'as pas fini Batman. Et t'as pas fini Batman. Et j'ai pas fini Batman. Mais les Krogan, c'est pas Chewbacca, mais c'est un peu dans l'esprit. Enfin, un peu plus bourrin, remarque. Un peu plus bourrin. Chewbacca est bourrin, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je disais le Krogan, bon, why not. Bon, Audrey, on t'a sonné? Ok. Sinon. Donc toi tu vas acheter un iPad 3 évidemment. Voilà, moi je vais acheter un iPad 3, je vais acheter Mass Effect. Tu détestes l'interface de Windows 8 sur un ordinateur de bureau? Non, enfin j'adhère pas sur un ordinateur de bureau. Okay. J'adhère totalement sur une tablette. Et voilà. J'ai beaucoup aimé le concept de l'appareil photo qu'a présenté. Ah, c'est top ça. Ah, ça je trouve ça, mais pour Madame Michu. Ouais. Elle nous a dégoté une petite pépite, j'aurais envie de dire. Voilà. C'était une private joke. Ouais. Faut regarder quelques geeking en arrière. Non, c'était vraiment sympa. Le concept de l'imprimante aussi. Top. Oh, c'est rigolo. Enfin bref, c'était un bon épisode. Bref, c'était un bon épisode. Et on te retrouve donc LB Stéphane. Tu développes des applications pour iPhone. iPhone, iPad. En particulier une qui s'appelle Fête des Gosses. Ouais. Qui est assez rigolote sur des anecdotes en fait. En fait, au départ, j'ai fait un site. Ouais. Qui s'appelait Fête des Gosses. Pour recenser un peu les perles que mes enfants disaient. Ouais, tous les jours. Disaient. Et puis finalement, on a décliné une application iPhone. Voilà, qui est sympa et qui est sur le market et qui coûte à peu près 0€. Qui coûte 0€. Donc qui devrait être disponible sur Windows Phone prochainement. Ok. Et Android, on verra plus tard. Ok, ben voilà. Merci à toi. Ben merci. Et j'ai ouï dire que tu serais là aussi la semaine prochaine. Et je t'en félicite. Et je me réincruste. Ouais, non, mais tu vas nous parler d'un truc intéressant, puisque en fait, tu vas devenir spécialiste des tablettes, je crois. Tu vas nous parler d'un e-reader qui est assez sympa. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Allez, au revoir les gens. Ciao, ciao. We already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. I have been a nerd since long before anyone heard that Bevan Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require
Tu dors avec des rondelles de concombre. Ah, pour les cernes. Bon, Mais non, il y mais- a dans le bêtisier, du corps avec des rondelles de concombre. Je me sentais un peu concombre. Et puis j'ai découvert Tarbelé. Oh putain. Je sens que ça va être fort ce soir. Allez, 1. Ah, elle a l'envers. Et c'est commencé la vidéo. Mais c'est pas grave, ça boucle. Ah, c'est le tournage porno. Oui, c'est ça. Tu vois, maintenant je me la vois, c'est. Eh ouais. Super oui. C'est un tournage porno, moi je vois aussi. Les oreilles super touchées. C'est normal, ça, on a chaud avec ce truc. Il y a du cul ou pas? Parce que le précis. Bah écoute, Y a pas de manga. eh ben on va voir si ça t'intéresse. D'accord, Avec Timothée, non. d'accord. Avec Timothée, on regarde que si Attention, Ok, ok. attention. T'es prêt? Putain, je suis parti T'es trop en arrière. Hop, prêt? hop. T'accroches à ton slip là. 1, 2, 3. J'attends, je sais plus comment l'introduire, mais c'est l'incruste. Tu peux l'introduire comme tu veux. Ouais, t'inquiète. Introduis-moi, vas-y. Il faut un tournevis et un bon coup de main. Allez, Non, devant tous. ma malédiction. Parce que la malédiction de moi, Non, mais c'est plus rigolo. d'accord. C'est moins français, mais c'est vrai que c'est plus rigolo. Le son, ça va? Ouais. Parfait. Bah, rien. Hop, 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 hop. Tu me vois plus. Tu me vois plus. Et encore, t'es pas en forme là. J'ai oublié que c'était lancé. J'ai peur. Ouais, c'est ça. Super Timo! Ouais! Allez, plus de son! Viola pour Thibaut. Oui, mais c'est pas un appel. Non, c'est son jeu. Ecosia. Oui, mais mode avion, c'est pas mode vibreur. Non, mais il comprend pas ça. Non, Ça, c'est il pas grave. comprend pas. Ouais, mais c'est quand tu m'imitais, tu vois, c'est pas une vraie connerie. Il est pas encore fait, moi. Sophie non plus. Je comprends pas. Non, mais Sophie, Sophie, elle a fait mieux. Tut, dans le cul. Tut, 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 tut. Moi, je l'ai eu. Moi, c'était la première. Et méfie-toi, toi, parce que j'ai suffisamment de dossiers pour t'en faire 50 des gifs qui dureraient 1 heure. Des gifs d'une heure. Je te fais un gif d'1 heure. Il suffit que je prenne tes rubriques, je les passe à l'envers, au ralenti. Mais là, tu te transformes. Tu ferais comme, t'aurais tes têtes, tu ferais comme ça. C'est tordu. Écoute, On peut pas tout savoir. Mais de rien. et puis voilà. Et merci à toi aussi. On coupera merci Tim. Hein, Christophe?